Chapitre 5 – La forge des murmures. Le laboratoire du professeur en n'était pas un sanctuaire de la science moderne avec des surfaces blanches et des écrans tactiles. C'était plutôt un grenier de magicien où les lois de la physique semblaient avoir pris leur retraite pour mener une vie de bohème. Des fils de cuivre s'enroulaient autour de vieux tubes à vide et des oscilloscopes de l'époque soviétique clignotaient avec une mélancolie verdâtre. Nguyen regardait le cylindre de bronze posé sur un support en velours noir. Elle se sentait comme une intruse dans ce monde de fréquences et de longueurs d'onde. Le professeur, quant à lui, s'activait avec une énergie de jeune homme, ses lunettes glissant constamment sur le bout de son nez. On expliqua que pour recréer l'unité perdue, il ne devait pas simplement copier l'objet, mais capturer l'essence de sa vibration. Il parlait de la matière comme d'une partition de musique. Le laiton ancien du badge de Lotus n'était pas juste un métal, c'était un instrument accordé sur une note précise, une note que seule la Bibliothèque nationale pouvait chanter lors de la 7e sonnerie. Nguyen écoutait, fasciné. Elle apprit que le temps n'était pas une rivière qui s'écoulait, mais une superposition de couches de poussière, et que certains sons pouvaient soulever cette poussière pour révéler ce qui se trouvait dessous. Pendant 3 jours et 3 nuits, ils travaillèrent sans relâche. Nguyen utilisait sa patience d'archiviste pour polir des pièces métalliques microscopiques, tandis qu'on soudait des circuits avec une précision de chirurgien. Il parlait beaucoup. On lui racontait des anecdotes sur sa grand-mère Ang, décrivant une femme d'un courage immense qui avait protégé des documents secrets pendant la guerre. Nguyen découvrit que sa famille n'était pas seulement une lignée d'enseignants, mais des sentinelles du savoir. L'humour du professeur, souvent sarcastique mais toujours bienveillant, rendait la fatigue supportable. Il appelait leur création le petit tambour du temps. Le dispositif final était une petite boîte en argent, gravée de motifs de lotus, capable de générer une impulsion de résonance compensatrice. On expliqua que ce n'était pas une clé physique, mais une clé sonore. Lorsque l'horloge sonnerait, la boîte amplifierait le signal pour tromper le mur et lui faire croire que le badge original était présent. Cependant, il y avait un risque. Si la fréquence était légèrement décalée, le passage pourrait devenir instable, ou pire, se refermer sur celui qui le traversait. Nguyen savait qu'elle devait être celle qui retournerait là-bas. Elle connaissait le gardien Luang, elle connaissait le terrain. Le soir du 4e jour, ils retournèrent à la bibliothèque. L'atmosphère était lourde. Nguyen portait le résonateur dans sa poche, sentant sa froideur contre sa cuisse. Ils descendirent au sous-sol, évitant les caméras de surveillance avec une habileté que Nguyen n'aurait jamais soupçonné posséder. Ils arrivèrent devant le mur de béton gris. Le silence était total, seulement interrompu par le battement de leur cœur. 19 heures approchaient. Le professeur en installa des capteurs acoustiques sur le mur, ses mains tremblant d'excitation et de peur. 1, 2, 3. Les sonneries de la grande horloge résonnaient dans tout le bâtiment, vibrant à travers les structures de béton. À la 6e sonnerie, on activa le résonateur. Une lumière bleutée commença à émaner de la petite boîte. À la 7e sonnerie, le miracle se reproduisit. Mais cette fois, ce fut différent. Le mur ne fondit pas doucement, il sembla se déchirer comme une toile de peinture. Des étincelles dorées jaillirent des fissures. La porte numéro s'est apparue, mais elle vacillait, comme une image projetée sur de la fumée. Nguyen n'hésita pas. Elle devait retrouver le badge et le registre de 1954. Chapitre 6 – Le bal des ombres de Hanoï. Nguyen franchit le seuil et fut immédiatement frappé par l'odeur de la pluie sur le bitume et le parfum sucré du lait de fleurs. Elle était de retour en 1954. La rue était plus animée que lors de sa première visite. Des bicyclettes passaient en silence et au loin, on entendait le cri d'un marchand ambulant vendant du pain chaud. Elle se trouvait devant l'ancien Institut français. La porte derrière elle n'était qu'une ombre instable dans un recoin sombre. Elle savait qu'elle n'avait que peu de temps avant que la résonance du professeur en ne s'épuise. Elle chercha immédiatement le gardien Luang. Elle se dirigea vers le poste de garde, essayant de marcher avec l'assurance d'une femme de cette époque. Elle vit Luang assis sur un tabouret, examinant un petit objet brillant dans sa main, le badge en lotus.
il semblait perplexe, le tournant et le retournant sous la lumière d'une lampe à pétrole. Ngüiyé s'approcha doucement. Elle ne voulait pas l'effrayer, mais elle devait récupérer la clé. Elle utilisa une voix douce, presque un murmure, pour l'appeler par son nom. Luong leva les yeux, la surprise se peignant sur son visage fatigué. Il reconnut la femme qui était apparue et disparue si mystérieusement quelques nuits plus tôt. Pour lui, elle était une énigme, peut-être une espionne ou un fantôme. Ngüiyé lui expliqua, avec beaucoup de tact et une pointe d'humour, qu'elle avait perdu ce bijou de famille et qu'il était très important pour elle. Elle lui offrit en échange une petite montre de poche moderne qu'elle avait apportée, un objet qui, à ses yeux, semblait venir du futur par sa précision incroyable. Le gardien Luong était un homme simple mais doté d'une grande sagesse. Il regarda la montre, puis le badge, et enfin les yeux de Ngüiyé. Il comprit que cette femme n'appartenait pas tout à fait à son monde, mais il ressentit aussi sa sincérité. Il lui rendit le badge en lotus sans poser de questions difficiles. Il lui dit simplement que Hanoï changeait, que les temps étaient incertains, et qu'il était heureux que quelque chose de beau puisse retrouver sa place. Ngüiyé fut touchée par sa noblesse d'âme. Elle réalisa que le véritable trésor de la bibliothèque n'était pas les livres, mais les gens qui les protégeaient. Alors qu'elle s'apprêtait à repartir, elle aperçut un homme en costume sombre qui l'observait depuis l'autre côté de la rue. C'était l'homme des descriptions du registre, probablement CM. Lui-même? Il ne s'approcha pas, mais il inclina légèrement la tête, comme s'il reconnaissait en elle une successeur légitime. Ngüiyé sentit un frisson parcourir son échine. Elle avait le badge, elle avait la clé, et elle avait maintenant la certitude que sa mission dépassait largement le cadre d'une simple curiosité d'archiviste. Elle devait protéger l'équilibre entre les époques. Elle retourna vers la porte vacillante. L'air autour du passage commençait à crépiter, signe que l'énergie du résonateur de l'autre côté faiblissait. Elle inséra le badge original dans la fente invisible du cadre de bois. La porte se stabilisa instantanément, la lumière verte devenant fixe et rassurante. Elle jeta un dernier regard sur le Hanoï de 1954, sur ce monde de clair-obscur et d'élégance discrète, avant de traverser à nouveau pour rejoindre le présent. Elle emportait avec elle non seulement la clé, mais une leçon de vie sur la persévérance et l'honneur. Chapitre XXXI, la barbe à papa du destin. Luong surgit de l'ombre avec sa barre de fer, puis elle s'arrêta net comme un homme qui vient de se souvenir qu'il est gardien de nuit et non héros de cinéma. Il regarda la barre, regarda Ngüiyé, regarda les deux chronos, puis soupira avec une lenteur si théâtrale que même la poussière des archives spéciales sembla lever les yeux au ciel. « Je suis désolé, dit Luong, je tiens beaucoup à ma santé et à mes dents. Je n'ai jamais été bon pour les disputes. Par contre, je suis excellent pour les règlements. » Les deux chronos ne répondirent pas. Ils se tenaient droit, la posture de ceux qui croient que la réalité est une salle de réunion. Et l'un des eux fit un pas en avant, comme s'il allait donner un ordre. Luong leva aussitôt la main. « Stop !» Dans ce bâtiment, on ne fait pas un pas sans le registre des pas. Et je suis justement l'homme du registre. Ngüiyé, malgré la peur, sentit une petite étrange chaleur lui monter au ventre. C'était le même réflexe que lorsqu'un lecteur impatient exige un livre introuvable. Et l'archiviste ne crie pas, elle applique la méthode. Elle regarda Luong. Il jouait, et il jouait bien. Son talent n'était pas la force, était la règle. La règle, bien placée, était une arme douce. Le chrono à la voix la plus froide parla enfin. Assez. Remettez le registre et l'unite. Nous ne souhaitons pas perdre du temps. Ah, dit Luong, le temps. Vous tombez bien. Ici, le temps se garde avec des tampons. Luong fouilla dans sa poche et en sortit une petite chose ridicule, un tampon en bois avec un encrier sec accroche par une ficelle. Et l'objet avait l'air d'une vieille blague de bureau. Ngüiyé reconnut l'instrument. Dans sa bibliothèque, les tampons étaient des sceptres. Celui-ci portait une mention administrative que personne ne lisait jamais, mais que tout le monde craignait. Luong le brandit comme une baguette magique. Ce tampon signifie interdit de sortir sans autorisation.
Et croyez-moi, il est plus puissant que votre air sérieux. Le chrono fit un geste impatient vers Bang, toujours inconscient, et vers l'appareil qu'ils avaient préparé. Ngüiyé sentit la panique se resserrer. Pourtant, la scène prenait une tournure absurde. Un combat de volonté entre une technologie et un tampon en bois. Et l'univers avait parfois un humour discret. Ngüiyé prit une inspiration, puis parla d'une voix qui surprit même son propre cœur. « Messieurs, dit-elle, vous savez ce que vous faites, mais vous ne savez pas où vous le faites. Vous êtes dans un lieu où la mémoire a des règles. Ici, tout objet a une cote. Même votre arrogance doit être catalognée. » Le chrono tourna la tête vers elle. Un demi-silence. Puis il répondit. « Vous êtes la gardienne. Vous êtes l'anomalie. Sans vous, la porte se stabilisera. » Ngüiyé sourit, un sourire presque poli. « Sans moi, vous n'auriez pas compris que votre plus grand ennemi n'est pas la porte. C'est l'habitude. Vous pensez que tout s'ouvre en forçant. Mais un lieu comme celui-ci s'ouvre en demandant. » Luong hocha la tête, ravi. Il pointa le plafond. « Exactement. Et pour demander, il faut un formulaire. » Il sortit de sa poche une feuille froissée, probablement un vieux bordereau. Il la tendit au chrono avec un sérieux comique. Formulaire de demande des ouvertures d'un coffre. À remplir en 3 exemplaires. Un pour l'administration, un pour la salle de lecture, un pour le moral des troupes. Et l'un des chronos fixa la feuille comme si elle était un animal inconnu. Ngüiyé vit une micro-hésitation. Une seconde seulement, mais une seconde suffisait pour une archiviste. Les chronos n'étaient pas habitués au ridicule. Le ridicule était un sol glissant. Ngüiyé baissa la voix, douce, presque pédagogique. « Vous voyez, dit-elle, et l'histoire ne se laisse pas changer par une main gantée. Et l'histoire se laisse parfois changer par une phrase bien placée, un document bien range, une promesse faite au bon moment. » Le docteur Locke a compris cela. C'est pour cela qu'il a caché sa collection comme on cache une leçon dans un conte. À ce mot, conte, Luong posa la barre de fer au sol, comme si à l'idée de la violence elle avait fatigue. Il s'accroupit près de Bang et regarda l'appareil des chronos avec une curiosité des hommes qui n'aiment pas ce qu'il ne comprend pas. « C'est quoi cette marmite » demanda-t-il. « On dirait un poste de radio qui aurait fait des études. » Le chrono recula d'un demi-pas, instinctivement. Luong venait d'y approcher l'appareil sans peur, sans agressivité, juste avec la curiosité de l'homme du peuple. Cette curiosité était contagieuse. Ngüiyé se rapprocha aussi, lentement, comme on s'approche d'un lecteur qui a perdu son chemin entre les rayonnages. Elle posa 2 doigts sur le bord de l'appareil, sans appuyer. « Vous cherchez une résonance, dit-elle. Vous voulez extraire ce que vous appelez une clé humaine. Mais une résonance n'est pas une chose qu'on vole. C'est une chose qu'on obtient quand on respecte la personne qui la porte. » Le chrono répliqua. « La personne n'est qu'un support. » « Non, dit Ngüiyé. La personne est le sens. Sans le sens, vous n'avez qu'un bruit. » Luong se redressa, soudain inspire. « Je connais le bruit, moi. Chaque soir, les lecteurs font du bruit quand ils ont peur de ne pas trouver. Et quand je leur apporte le livre, ils se calment. Ce n'est pas magique. C'est juste du service. » Le chrono ne comprenait pas. Mais Ngüiyé sentit que quelque chose en lui résistait. Les chronos avaient un plan, mais pas une culture du lieu. Or une bibliothèque est une culture. Un rite. Un art de faire silence. Ngüiyé se tourna vers Luong. « Luong, dit-elle, pouvez-vous faire ce que vous faites le mieux. » Luong sembla fier. « Bien sûr. Je peux faire taire une salle de lecture pleine de lycéens un jour de pluie. » « Faites la même chose, dit Ngüiyé. Faites taire ce couloir. » Luong hocha la tête. Il prit une inspiration profonde, comme un chanteur avant une note. Puis, au lieu de crier, il toussa légèrement, ce petit toussement officiel qui signifie attention sans dire attention.
Ensuite, il parla calmement, mais chaque mot avait le poids d'une cloche. Silence. Ici, C est un dépôt. On ne parle pas fort. On ne respire pas fort. On ne pense pas fort. Le temps dort. Et quand le temps dort, on marche doucement. Et l'effet fut absurde et pourtant réel. Même Guyet sentit son souffle se calmer. Les chronos, surpris par l'autorité tranquille, s'immobilisèrent un instant. Leur posture se raidit, comme si une règle invisible venait de leur tomber sur les épaules. Guyet profita de ce moment. Elle s'approcha de Bang, posa la main sur son épaule, et parla tout bas. « Bang, dit-elle, c'est Guyet. Revenez. On a besoin de vous, mais pas comme un objet. Comme un homme. » Bang bougea légèrement. Ses paupières tremblèrent. Il murmura quelque chose d'incompréhensible, puis ouvrit les yeux. Ses yeux se posèrent sur Guyet, puis sur Luang, puis sur les chronos. Il prit une respiration courte. « Où suis-je » demanda-t-il. « Dans une histoire qui essaie de devenir une mauvaise histoire » répondit Guyet. « Et nous allons la rendre meilleure. » Bang tenta de se redresser. Luang l'aida, avec une douceur presque comique pour un homme qui tenait une barre de fer il y a une minute. Bang regarda l'appareil, puis les chronos. « Vous me cherchez, dit-il. » Le chrono répondit, net.